Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro des experts de la factu que j'ai le plaisir d'animer, de co-animer avec Julien Catanèse qui est avec nous ce matin heu, pour aborder un sujet qui est la gestion des factures multi-acteurs. Donc vous verrez qu'on va redescendre 3 cas d'usage ce matin, qui traite de cette thématique. Donc on est principalement dans le cas, des tiers payeurs, hein. Vous verrez les 3 cas de figure qu'on vous a, identifiés avec les frais payés directement par les salariés, les prises en charge par un OPCO, des formations et puis, également les prises en charge de factures par les assureurs et donc ces 3 exemples-là vont animer, les 3 cas d'usage que nous allons, descendre ce matin avec, Julien. Alors Julien, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Heu, Gilles. voilà, Je vraiment vous- ravi d'animer ça avec toi. Alors on prévient le public, tu as des petites baisses d'électricité chez toi. Si jamais j'ai- ça saute, je prendrai le relais. Non, mais je me reconnecterai d'une autre façon, on va y arriver, mais j'ai un petit moment de stress là, oui, juste avant le démarrage. On a eu une lumière très hésitante, avant de démarrer le live, mais là ça a l'air d'être un peu plus stable. Tout à fait. Et avant de démarrer les cas d'usage, tu voulais refaire un petit point d'actualité parce qu'on a eu Oui, quelques actus à présenter. alors exactement, l'actu principale sur le sujet des cas d'usage, vous le savez, à chaque fois, tout ce qu'on vous présente, c'est basé sur un document qui est les spécifications externes, qui prend la forme d'une norme AFNOR, qui est publique. Et donc, il vient d'y avoir une nouveauté, donc une mise à jour de ce document. On avait 36 cas d'usage spécifiques qui étaient décrits dans la norme jusqu'à présent. Depuis quelques jours, quelques semaines, la nouvelle version contient désormais 42 cas d'usage. Donc, on a 6 nouveaux cas qui sont assez spécifiques, voilà, qui sont listés à l'écran. Je ne vais pas tous les commenter, mais donc l'idée, c'est de voir que ça continue, en fait, à se préciser, que cette réforme continue à avancer avec un traitement de cas toujours plus spécifique, et pointu pour que le jour où la réforme entrera en vigueur, il n'y ait pas de blocage. Donc voilà les 6 nouveaux cas et ce qu'on a prévu, c'est bien sûr de les intégrer, dans des prochains numéros des experts de la factu. Donc on les traitera, pas forcément sous cette forme, pas les 6 forcément dans un expert de la factu, mais vu qu'on essaie de faire des angles thématiques, de les raccrocher à des numéros. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais, on voit qu'il y a une petite accélération puisqu'on y arrive maintenant, à vitesse, grand V, hein. C'est dans 9 mois, hein, désormais l'entrée en vigueur. Donc on voit que ça s'accélère et il y a eu, on en parlait avec Julien, tout avant de démarrer le live, il y a eu une communication, hein, puisqu'ils ont eu une grosse réunion de travail, donc il y a eu pas mal de communication sur les réseaux sociaux, notamment, sur les phases de test, hein, des plateformes agréées qui sont, vous savez qu'il y a plus de 100 acteurs et donc l'administration, alerte quand même sur le fait que, les 100 acteurs sont pas au même niveau de maturité. Alors c'est pas fait pour nous rassurer, mais il faut quand même en avoir conscience, et que donc il faudra quand même voir, qui est encore là, sur la ligne d'arrivée dans 9 mois. Enfin bon, on n'y est pas encore, et donc avançons et la slide Oui, d'après, c'est sur ah bah, oui. voilà, parfait. On voulait aussi vous parler de eFactu. Alors vous l'avez probablement vu dans nos, communications. L'Ordre des experts comptables, de Paris, heu, Île-de-France met à votre disposition, cette solution qui s'appelle eFactu, qui en fait, est un petit, logiciel, outil, d'audit pour chacun de vos clients, qui vous permet, en répondant à un certain nombre de questions, d'identifier les éventuels cas d'usage, applicables à ce client, les éventuelles spécificités à intégrer dans votre recherche de solutions pour ces clients. Et donc c'est un outil qu'on a voulu être, plutôt, simple d'utilisation et pédagogique et d'ailleurs on a travaillé avec, Julien et Frédéric de Compta Online, hein, sur ce sujet. Voilà, pour vous mettre à disposition, un outil simple, pédagogique qui vous sort un rapport, pour chacun de vos clients, et qui vous donne aussi un plan d'action, que vous pouvez mettre en œuvre, et transmettre, à vos, clients en fonction de votre organisation. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a le QR code, mais enfin vous aurez le support et puis on a communiqué dessus, donc en cherchant eFactu dans vos mails, vous retomberez dessus. Parfait.
Très bien. On passe au cas d'usage. Donc aujourd'hui, Gilles l'a dit, on va travailler 3 cas d'usage. Vous avez l'habitude désormais, on prend des cas d'usage qui sont dans les spécifications externes qu'on évoquait et on essaie de les décortiquer, pour comprendre, dans la mesure du possible, ce qui va se passer en pratique. Donc ce qu'on voit là, c'est le contenu du cahier des charges, officiel. On essaiera et on le faisait, enfin Gilles en parlait juste avant qu'on démarre, de vous donner aussi quand même un éclairage, pratique à chaque fois. Mais voilà, au moins vous avez l'état du droit, j'allais dire, sur ce sujet à chaque fois, comment ces cas vont se passer. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est celle des prises en charge, donc quand on a plusieurs acteurs en fait dans le paiement. Donc on a 3 cas différents. Le cas d'une facture qui est déjà payée au moment où elle est émise et 2 autres cas qu'on va voir juste après. Ce cas numéro 2, facture déjà payée, le mécanisme, on l'avait déjà évoqué dans le cas des notes de frais. Donc on l'avait, développé avec parce que c'est un cas spécifique, hein, qui est à part dans les spécifications externes, celui des notes de frais, donc on l'avait détaillé. Mais si vous avez déjà suivi cette session sur les notes de frais, bah, vous n'allez pas être perdu puisque le cas numéro 2, facture déjà payée, bah, c'est exactement le même mécanisme, que celui qu'on avait déjà vu dans cette session. Donc concrètement, quand une facture est déjà payée, il y a certains champs qui doivent être, portés sur la facture. Le montant de la facture, donc ça, c'est pas une surprise. La particularité, c'est qu'on va utiliser un champ spécifique, pour indiquer que le montant de la facture a déjà été payé en totalité et donc le net à payer sur la facture électronique, bah, sera à 0 et la date d'échéance de la facture devra être la date du paiement, la date à laquelle le paiement a été effectué. Donc la facture électronique va partir avec ces informations, particulières et c'est ce qui va faire qu'elle va être traitée différemment d'une facture classique, avec une date d'échéance décalée et un paiement qui est attendu. Donc c'est dès l'émission de la facture, qu'on a ces champs à remplir. Donc l'exemple, classique, hein, d'une facture déjà payée, avant son émission, bah, c'était celui qu'on avait évoqué dans le cas spécifique, qui était celui de l'hôtel. Donc ça veut dire qu'il va falloir émettre une facture à un instant T. En général, quand on quitte l'hôtel, parfois la facture est payée déjà depuis, la chambre est payée depuis la réservation. Donc il faut être capable d'émettre ça et si vous vous souvenez, ce qu'on s'était dit, c'est que l'implication pratique, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a un logiciel qui permet de faire la distinction entre les factures déjà payées et celles qui ne le sont pas encore, pour pouvoir insérer tout de suite les bonnes informations du montant déjà payé et de la date d'échéance. Sur l'identification de la facture, donc ça c'est aussi un point de rappel, mais si la facture, elle est déjà payée parce que ça peut être le cas le plus fréquent, hein, parce qu'un collaborateur l'a avancé, le conseil qu'on avait donné, c'était de ne pas indiquer le nom et le prénom du collaborateur, sur la facture, pour des raisons de conformité RGPD, tout simplement, qu'il y ait pas des documents qui traînent dans la nature avec des données personnelles. Et donc la recommandation, qui est celle qui est dans le cahier des charges, hein, dans les spécifications externes, est de dire, bah, plutôt que le nom et le prénom, utilisez un numéro de matricule pour pouvoir identifier le collaborateur. Donc ça implique en amont, de façon pratique, d'avoir mis en place une liste de matricules et d'avoir fait en sorte que les collaborateurs, aient ce numéro de matricule lorsqu'ils se déplacent, qu'ils puissent le donner à la personne qui émet la facture et que la personne qui émet la facture ait la possibilité de l'insérer sur la facture. Donc il y a beaucoup de choses en pratique qu'il faut mettre en place, mais d'un point de vue technique, c'est ce qui est recommandé. L'autre recommandation, c'était d'utiliser une adresse spécifique. On en avait parlé aussi la dernière fois, dans le cahier des charges, il est prévu, 3 niveaux de granularité en termes d'adresse de facture électronique. La possibilité d'envoyer une facture électronique simplement sur un numéro, sirène, ou de descendre au numéro SIRET, voire d'ouvrir des sortes de boîtes aux lettres plus fines en fonction de services. Et donc, ce qu'il y a dans les spécifications externes, c'est une autre recommandation qui est de dire que si une entreprise a beaucoup de notes de frais, bah, pourquoi pas créer une adresse spécifique frais collaborateurs qui ne recevrait que les notes de frais. Ce qui implique aussi d'avoir prévenu ses collaborateurs, de leur donner cette adresse spécifique pour qu'ils puissent la donner à l'hôtelier, par exemple.
mais ça simplifie après la gestion puisque ça permet d'avoir, toutes les notes de frais sur une même adresse. Donc c'est 2 recommandations pratiques issues du cahier des charges pour gérer ce type de facture. On n'est pas sur une obligation ici. Oui, et on en parlait avant de démarrer, nous au cabinet, on a commencé à enregistrer certains, clients sur, l'annuaire, puisque certains logiciels le permettent, pas tous, mais certains le permettent aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait de déclarer plusieurs adresses, donc par exemple sirène slash, frais collaborateurs, n'est pas techniquement prévu, en tout cas dans la solution en question. Alors, je j'ai pas la prétention de connaître toutes les solutions, mais en tout cas celles qu'on utilise. Et donc vous pouvez pas directement, via l'application, le logiciel, lui-même déclarer une adresse, autre que le sirène. Alors pour vous donner une petite info, et j'ai l'autorisation de vous la donner. En fait, vous pouvez passer par le support de l'éditeur qui, lui, évidemment a d'autres interfaces que vous, pour qu'il crée ces adresses dédiées. Mais, visiblement, depuis l'interface, on va dire, utilisateur classique, vous n'avez pas encore cette possibilité pour la plupart des solutions, voilà, logicielles. Donc n'hésitez pas, oui, effectivement, à vous tourner vers votre éditeur si c'est quelque chose qui peut être important pour un de vos clients, pour voir comment c'est faisable et dans quelles conditions. En tout cas, c'est prévu par le cahier des charges. Donc en résumé, le fait que la facture soit payée, évidemment, ça n'enlève pas de l'obligation de transmettre la facture, donc il faut continuer à l'émettre et à la faire passer par les plateformes. Il y a le statut encaissé. Vous vous souvenez que le statut encaissé, c'est un des 4 statuts obligatoires sur les factures électroniques lorsqu'on est en prestation de service. Donc, ce statut, il reste obligatoire. La particularité, c'est que si la facture est déjà payée, le statut encaissé part immédiatement. L'autre point d'attention, donc, c'est sur cette conformité RGPD, privilégier plutôt dans le cas des notes de frais, hein, où il y a un collaborateur, le matricule plutôt qu'un nom et un prénom. Une recommandation qui est une possibilité en tout cas, qui est évoquée dans les spécifications externes, c'est d'utiliser par exemple les 6 derniers chiffres de la carte bleue professionnelle, dans le cas où il y a une carte bleue pro. Pourquoi pas, hein? Enfin, c'est une possibilité. Sur le côté droit, on n'est pas du tout dans le champ de l'obligation, c'est des suggestions pour traiter cette conformité RGPD, qui elle est obligatoire. Donc le schéma, c'est celui-ci. On a un schéma assez simple, paiement, encaissement. Donc l'encaissement, la création de la facture qui est déjà payée, avec l'émission immédiate, de la facture et du statut encaissé en même temps. Et la facture, va après sur la plateforme de l'acheteur avec porteuse de l'information comme quoi elle est déjà payée. Donc elle ne va pas se mettre dans le circuit des factures avec une date d'échéance, et des rappels, par exemple, dans votre logiciel de gestion. Donc là-dessus, un cas assez simple qui est la généralisation du cas spécifique qu'on avait vu la dernière fois sur les hôtels. Le cas numéro 3, c'est le cas de la facture à payer par un tiers. Donc là, j'ai une facture qui, en totalité, va être payée par quelqu'un d'autre que l'entreprise en question. Il y a aussi le cas où le paiement sera partiel, ça sera le dernier cas qu'on verra. Mais il y a d'abord le cas où elle sera payée en totalité. Donc, on a 3 acteurs dans ce schéma. On a le vendeur, l'acheteur et le payeur. Donc ces 3 acteurs, ce sont ces 3 informations qu'il va falloir, renseigner sur la facture pour que tout ça soit clair et que ça remonte de la bonne façon. Donc un exemple, ça peut être la prise en charge d'une formation par un OPCO. Donc je fais une formation, j'ai une facture de mon organisme de formation avec un montant, de la TVA, mais je ne vais pas la payer. Elle va être prise en charge dans ce cas-là à 100 par l'organisme de formation. Donc, je vais avoir mes données de facturation classiques, avec un montant de taxe, de la TVA, et cetera. Et je vais avoir des précisions techniques qui vont être apportées sur la facture avec le vendeur et l'acheteur. Ça, c'est complètement classique. La différence, c'est que je vais avoir une information sur un payeur et qu'il va falloir préciser que le net à payer pour l'acheteur est à 0. Et donc, le fait de renseigner tout ça dans les champs qui sont prévus, hein, spécifiquement pour ça. On n'est pas sur des champs libres, hein. Lorsque je dis préciser, vous le voyez, il y a des références. C'est quelque chose de bien structuré, hein. Lorsque je vais renseigner ces champs qui sont prévus par le cahier des charges, je vais envoyer tout de suite une facture qui contient toutes les informations nécessaires. Donc le schéma, il est assez classique en lui-même, c'est-à-dire que le vendeur, donc l'organisme de formation, dans ce cas-là, va émettre sa facture, la déposer sur sa plateforme d'émission.
Elle va être reçue, par mon entreprise, si je suis le client de cet organisme de formation. Classiquement, je le reçois sur ma plateforme de réception. Il y a aussi la partie, remontée d'informations sur le centralisateur, l'ex-portail public, de façon complètement classique, hein, avec les statuts, factures déposées et cetera. Donc ça, c'est pas de difficulté. La différence, c'est qu'il va falloir il va falloir informer, le tiers payeur pour qu'il puisse payer la facture. C'est ça qui change en fait avec un cas classique, c'est qu'on a une troisième personne dans la boucle qui doit avoir l'information de la facture et après il va se poser la question de l'information du paiement. Donc, comment est-ce que ça se passe? Bon, on l'a dit sur les statuts de la facture, du côté de l'acheteur, il n'y a pas de changement. Vous recevez une facture, la validation va se faire comme d'habitude, il y a pas de sujet. La question qui va se poser, c'est quand le tiers payeur va régler la facture. Donc, quand l'OPCO va régler la facture à l'organisme de formation, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, concrètement, ce que dit le cahier des charges, c'est qu'il est possible, donc c'est pour ça qu'il y a précisé recommandation, il est possible que l'OPCO informe l'acheteur qu'il a payé la facture et que l'acheteur utilise le statut paiement transmis pour prévenir l'OPCO, dans ce cas-là, que la facture a été réglée. L'OPCO, l'organisme de formation. Je le refais pour que ce soit clair. Il est prévu comme option que je puisse, en tant qu'entreprise, informer l'organisme de formation, dans ce cas-là, que l'OPCO a donné l'ordre de paiement en utilisant via ma plateforme le statut paiement transmis. Ce statut, il n'est pas obligatoire. Donc c'est une possibilité qui est prévue dans le cahier des charges pour qu'il y ait une meilleure information, entre les acteurs. Là-dessus, on en parlait Gilles juste avant. Tu me disais, je pense à juste Ouais. titre, Ouais, ouais, c'est-à-dire que que est-ce que, oui, tu vois, ton cabinet achète une formation, c'est l'OPCO qui la voilà. finance, est-ce que tu vas aller faire l'effort, sachant que c'est totalement facultatif, d'aller Oui. renseigner, que qu'elle a été payée? Alors, en fait, en t'écoutant, je me disais, ça va quand même dépendre du fonctionnement de la plateforme, de ta plateforme de réception parce que, en fait, si ta facture, que tu as pas l'intention de payer puisqu'elle doit être, «tiers payée» Mmh. entre guillemets, si le seul moyen de la solder et de la sortir de tes factures en attente de paiement, c'est de mettre qu'elle a été payée, peut-être que là, tu seras contraint de le faire, de fait, voilà. Alors en fait, elle va arriver, comment elle va se présenter en pratique, je ne saurais pas le dire parce que ça va dépendre des éditeurs, mais elle va quand même arriver avec la mention que, voilà, celle-ci, que le net à payer acheteur est à zéro. Donc Ah ouais, sur ma plateforme, je dois pouvoir voir que cette facture, j'ai pas à la payer en fait. ouais. Voilà. Donc en fait, il y a Après, aucune elle va chance que tu sûrement ailles, voilà. aucune chance que tu ailles renseigner, que l'OPCO a payé, parce que tu as aucun intérêt à le faire, en fait. Voilà, donc c'est l'intérêt de ce format des experts de la facture, c'est que ça permet de faire le pont entre un cahier des charges et la réalité. En tout cas, il est prévu sachez que c'est prévu dans les textes, mais effectivement, je pense que tu as complètement raison. On peut, pourquoi est-ce que quelqu'un va passer du temps à renseigner qu'un paiement a été transmis, alors que c'est pas obligatoire? On peut en douter, en Mmh, effet. mmh. Sachez qu'en tout cas que c'est voilà, c'est une possibilité. Du côté du vendeur, bah, lui, quand il reçoit le paiement, bah, il va mettre le statut encaissé sur sa facture, classiquement. Donc en fait, du côté de l'acheteur, du côté du vendeur, c'est assez classique. La question, c'est la question de l'information, du tiers payeur, information de la facture à payer et information du paiement. Donc ça, il n'y a pas d'obligation de le faire sur la plateforme. Ce qui est prévu toutefois, c'est des options. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique ici, puisque ce n'est pas vraiment l'intérêt, mais il est prévu, encore une fois, dans les des spécifications externes, que on puisse faire des délégations de droits pour donner un accès au tiers payeur, à la plateforme. Donc pour qu'il puisse, pourquoi pas, voir la facture, indiquer qu'il l'a payée, ce qui permettrait voilà, de simplifier ces échanges d'informations entre les 3 acteurs, dans la boucle. Donc c'est quelque chose qui est prévu, mais il est bien écrit dans le cahier des charges que c'est pas obligatoire. Donc est-ce que ça va être mis en place? Ça va dépendre, je pense, des OPCO, des éditeurs, il y a beaucoup de Mmh. si, mais voilà, c'est quelque chose qui est prévu en tant qu'option. Alors Donc I I concrètement I je t'en prie. Isabelle pose une question, mais voilà, à laquelle on a déjà répondu, mais on va bien le redire pour qu'il y ait pas d'ambiguïté. Isabelle dit: «Est-ce qu'on a l'obligation d'indiquer qu'on a payé nos fournisseurs?» Heu, Non, donc la réponse est non. Voilà, la réponse est non. ça n'est pas un statut obligatoire. Hein, Non. le statut de «j'ai payé» n'est pas un statut obligatoire. Non, non, là effectivement, donc je le réaffiche, mais c'est bien.
Voilà, c'est une recommandation parce qu'en fait, je pense que quand ils ont écrit le cahier des charges, ils décrivent aussi un peu le monde idéal où tout le monde communique bien, où tout est fluide et cetera, donc c'est possible. Et oui, dans les faits, ça va peut-être pas se faire. Donc le schéma, si on donc ça, c'est les schémas qui sont dans le cahier des charges, hein. Et donc c'est un schéma entre le vendeur et l'acheteur qui est assez classique. Là-dessus, il y a pas tellement de difficultés. La question, c'est le tiers payeur. Donc vous voyez qu'il y a une information sur le traitement de la facture, le paiement, donc il y a des choses, mais là, ça peut se faire donc de 2 façons. Soit techniquement, on va utiliser une solution qui le permet et le tiers payeur, va être OK pour travailler de cette façon et on va être dans le cas de ces fonctionnalités optionnelles où le tiers payeur va pouvoir se connecter, voir la facture, indiquer qu'il l'a payée, au moins tout le monde est au courant. Pourquoi pas? Techniquement, ce cas est prévu, mais pas obligatoire. Sinon, en fait, toute cette partie-là, elle va se faire classiquement, via des solutions tierces, hors plateforme agréée, en fait. Voilà ce qu'il faut retenir. Hop, pardon. 4e cas, qui est une sorte de variation du cas numéro 3, Alors attends, c'est attends, une juste pardon, excuse-moi je parce t'en prie. que du coup ça il y a eu deux trois réactions sur, Ah pardon. ce qu'on a dit sur le fait que le statut, «J'ai payé la facture» n'était pas, obligatoire. Oui, Et donc il y a eu 2 remarques qui nous disent: «Bah oui, si le fournisseur est un prestataire de service, est-ce que c'est obligatoire ou pas?» Non, ça n'est pas non. obligatoire. L'obligation, elle est côté vendeur. Quand le vendeur est un prestataire de service ou plus exactement est soumis à la TVA, sur les encaissements, puisque un prestataire peut être, sur la TVA, sur les débits, Oui, c'est côté vendeur que j'ai l'obligation de mettre l'encaissement. L'encaissement, donc c'est exactement. côté encaissement que le statut est obligatoire, pour le prestataire, mais côté acheteur, ton fournisseur, que ce soit un fournisseur de biens ou un prestataire de services, le statut «J'ai payé» n'est pas, obligatoire. Exactement, c'est ça. Donc ça veut oui, oui, concrètement, sur le vendeur. C'est le vendeur qui va avoir ce travail d'identifier ses factures de vente en cas de prestation, hein, enfin, TVA sur les encaissements, toutes les factures qui ont été encaissées. La Et charge, elle est de ce côté-là. et alors toujours sur ce cas, pour revenir sur le cas lié à l'OPCO, on nous demande: «Mais comment l'OPCO va recevoir la facture, pour la payer?» Eh bien, il est C'était a la première. priori pas prévu que, l'OPCO soit enfin que le tiers payeur soit connecté, au flux des PDP, donc il faudra lui transmettre la facture comme avant, comme c'est le cas aujourd'hui, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que soit on le fait, comme aujourd'hui, via son système d'information, enfin comme on le souhaite en fait, comme aujourd'hui exactement. Soit on a une plateforme qui va utiliser ces possibilités techniques qui sont ouvertes par le cahier des charges et qui vont permettre à l'OPCO d'avoir un accès, une sorte de délégation à sa propre plateforme pour pouvoir mettre à disposition les factures qui le concernent. Mais toujours pareil, ça c'est ce qu'il y a dans le cahier des charges. Est-ce que ça sera possible en pratique tout de suite, plus tard? Est-ce que ça va être, une pratique qui va se généraliser ou pas du tout? Ou est-ce que ça va continuer à se faire comme aujourd'hui? En tout cas, rien ne s'oppose, rien ne vous oblige à faire différemment qu'aujourd'hui pour transmettre la facture, à l'OPCO dans ce cas-là. J'espère que c'était clair. Effectivement, c'est assez logique que le statut d'encaissement, il soit sur le vendeur parce que ça serait trop facile pour quelqu'un qui doit payer une facture de dire qu'il l'a payée. Enfin, ça créerait des asymétries d'information, en fait. On pourrait dire qu'on a payé une facture qu'on n'a pas payée. Si c'est le vendeur qui le dit, il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit la réalité. Le cas numéro 4, c'est le cas d'un paiement partiel. Donc là, c'est le cas où, je vais avoir deux 2 payeurs pour une même facture. Donc c'est le cas où il y a une prise en charge, mais qui n'est pas totale. Donc il me reste quelque chose à payer sur la facture. Donc là, forcément, quand j'émets ma facture, j'ai un montant total, j'ai une seule facture, mais je sais d'avance que tout ne va pas être réglé par la même personne. Donc là, ce qu'il va falloir utiliser, c'est un code qui s'appelle le code PAI. Honnêtement, l'aspect technique, on va peut-être pas enfin, c'est vraiment la logique qu'il faut retenir parce que les aspects techniques vont être traités par les éditeurs, hein. Donc c'est plutôt la logique d'ensemble. Et c'est que sur la facture, d'emblée, je vais indiquer qu'il y a une partie du montant qui va être prise en charge par un tiers et une partie qui va rester à charge de l'entreprise. Donc cette information, elle sera directement sur la facture électronique. Donc c'est le cas de l'assureur qui prend en charge une partie, l'entreprise qui se retrouve à payer la franchise et la TVA. Ben, voilà, donc par exemple, je vais avoir, ce montant-là, une facture de réparation. On parlait de l'exemple d'un garage, juste avant de démarrer. J'ai une facture de 2 400 €, avec une répartition par assureur 1 500 €,
et la part de l'entreprise, 500 de franchise plus 400 € de TVA, donc 900 €. Bah, tout de suite, il va falloir que j'utilise des champs différents pour indiquer sur un champ le total TTC, sur un autre champ la part qui va revenir à l'assureur et sur un autre champ la part qui va rester à l'entreprise. L'idée, c'est que lorsque la facture va arriver sur ma plateforme, bah, déjà, il y a uniquement le montant qui me concerne qui sera dans mon net à payer, qui est une information qui sera différente du total TTC. J'aurai bien l'information du total TTC, mais j'aurai bien l'information que ma part est de 900 €. Donc c'est à ce moment-là que ça va se faire. Donc là, concrètement, ça veut dire que si vous avez des clients, garagistes, par exemple, enfin, qui vont être dans cette situation, il va falloir que leur logiciel de facturation permette tout de suite de faire cette différence et de renseigner ces champs qui vont permettre d'indiquer, qui va payer quoi. Ensuite, sur l'encaissement, bah, il y a 2 possibilités. Soit j'encaisse le même jour, soit j'encaisse à des dates différentes. Vu qu'il y a 2 payeurs, on peut penser que ça sera rarement le même jour. Si jamais c'était le même jour, bah, j'aurais un seul statut encaissé qui partirait, avec un détail complet de la TVA, évidemment, parce que la TVA, il faut quand même bien l'indiquer de façon précise, hein, pour des questions de e-reporting. Si j'ai un encaissement en des dates différentes, bah, je vais avoir 2 flux d'encaissement. C'est très logique, hein. Si j'ai 2 encaissements, j'ai 2 flux d'encaissement, qui vont partir et dans ces flux, il faudra là aussi préciser la TVA pour que l'administration puisse «comprendre» entre guillemets qu'il y a un flux qui inclut de la TVA et un flux qui n'en inclut pas. Donc, comment ça se passe avec le tiers payeur? C'est-à-dire comment ça se passe avec l'assureur? Je ne vais pas tout redétailler, mais c'est exactement la même chose que dans le cas précédent. C'est-à-dire comment est-ce que je transfère l'info à mon assureur et comment est-ce que mon assureur tient au courant les 2 autres acteurs qu'il a payé, une partie de la facture. Bah, c'est comme tout à l'heure dans le cas numéro 3. Soit je continue à faire comme aujourd'hui, donc mail, plateforme de l'assureur, échange, enfin comme on le souhaite. Soit je vais utiliser une des possibilités techniques qui sont prévues dans le cahier des charges, sous réserve que la plateforme le permette, que l'éditeur l'ait mis en place et que l'assureur ait envie de le faire. Je vais lui déléguer un accès à la facture et il va pouvoir directement récupérer la facture, et s'il le souhaite, indiquer qu'il l'a payée. Donc ça, c'est optionnel, on n'est pas sur de l'obligation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la facture électronique ne crée pas d'obligation pour les tiers payeurs d'arriver sur les plateformes de facture électronique, ni de leur transmettre, directement les factures électroniques, en résumé. Donc le schéma du numéro 4, il ressemble beaucoup au schéma du numéro 3 tout à l'heure. La différence essentielle, elle est ici, c'est que comme je vais avoir 2 encaissements, j'ai 2 flux de e-reporting à faire, sauf dans le cas où le paiement interviendrait le même jour. Donc si votre client est là, bah, c'est effectivement ce que ça va changer. Pardon, la souris est sensible. C'est-à-dire que dès le début, il va falloir indiquer les 2 acteurs et il va sans doute falloir gérer 2 flux de e-reporting. Par contre, si vous êtes acheteur, dans ce cas-là, honnêtement, c'est pas un sujet très complexe à traiter. La facture vous arrive avec le montant que vous devez payer vous-même, déduction faite du montant du tiers payeur. Vous réglez ce montant-là et c'est traité. Donc pas trop de difficultés du côté de l'acheteur, pas du tout d'ailleurs. C'est plutôt du côté du vendeur qui a des spécificités. Donc, en résumé, si on synthétise, ce qu'on se dit, on est aujourd'hui sur des cas, assez simples, assez intuitifs, j'allais dire. C'est-à-dire que, voilà, on arrive à se représenter assez bien, ce que ça va être. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des cas quand même qui sont plus compliqués. Là, ce qui est indiqué, alors il y a certaines contraintes techniques, c'est que j'ai qu'un seul tiers payeur par vendeur, à ce stade dans la norme. Donc voilà, donc je peux avoir l'entreprise que je facture plus un tiers payeur. La facture, évidemment, je suis toujours obligé de l'envoyer, même si elle est déjà payée. S'il y a plusieurs encaissements, je dois faire plusieurs e-reporting avec le détail de TVA sur chaque e-reporting. Est-ce qu'il y a de la TVA ou pas? Des bonnes pratiques, donc il y a l'identification du tiers payeur dans la facture. Donc c'est le code PAI qu'on a évoqué tout à l'heure. La notion de RGPD à prendre en compte, avec par exemple la possibilité d'utiliser un matricule au lieu du nom du salarié. Et pourquoi pas, sous la réserve de ce qu'a dit Gilles tout à l'heure sur le déploiement opérationnel par les éditeurs de cette possibilité, mais d'utiliser une boîte dédiée pour recevoir les factures, notes de frais.
Sur les assurances en particulier, donc il y a évidemment la notion de TVA, où l'entreprise va s'acquitter de la TVA lorsqu'elle paye sa part. L'assureur ne le paiera pas. Mais ça se gère au niveau du e-reporting, où je vais devoir préciser le montant de la TVA sur ce que j'encaisse. Donc le garagiste, pour le reprendre, je vais avoir un flux sans TVA, le paiement de l'assureur, et un flux avec TVA, le paiement de l'entreprise. Donc, selon si vos clients sont, enfin, vous devez sans doute en avoir des deux côtés, mais du côté du vendeur, si je suis, par exemple, garagiste, bah, il va falloir bien comprendre comment saisir une facture avec un tiers payeur pour indiquer dès le départ que la facture va être payée par un autre que la personne que je facture. Une application sur le logiciel de facturation et une application sur la personne qui va faire la facture en elle-même. Donc l'information du tiers payeur, on a dit ça peut continuer comme aujourd'hui, ça pose pas de problème. Il faut simplement se poser la question de comment on veut le traiter, en avoir discuté avec les tiers payeurs peut-être. Et l'émission du statut encaissé, pas de difficulté, si ce n'est lorsqu'il y a 2 paiements pour une même facture, où je vais devoir gérer 2 flux de e-reporting avec parfois des taux de TVA différents. Du côté de l'acheteur, pareil, il faut se poser la question de comment est-ce que je vais transmettre, échanger avec le tiers payeur, avec l'OPCO, avec l'assureur. J'insiste bien, donc pas d'obligation de faire rentrer ces tiers payeurs sur votre plateforme. Vous pouvez continuer à les informer ou à récupérer l'info de leur part comme aujourd'hui, mais il est prévu dans le cahier des charges qu'on puisse déléguer certaines parties sur la plateforme pour automatiser le traitement. Ça sera une possibilité. Et s'il y a des paiements multiples, ben, il faudra le suivre pour être sûr que la facture a été payée. Mais je pense que le vendeur saura vous rappeler si sa facture n'a pas été payée. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour ce dernier point. Voilà ce qu'on peut dire sur ces 3 cas dans Ouais. lesquels on a donc un tiers payeur. Alors, il y a quelques questions. Il y a une question de Virginie qui est absolument pertinente. Et donc je suis côté, fournisseur, donc celui qui émet la facture, qui va être, tiers payé, soit totalement, soit partiellement. Si quand j'ai émis ma facture, j'oublie de dire qu'il y a un tiers payeur, donc je suis un garagiste, Ouais, j'ai émis la ouais. facture au nom du client, voilà. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des conséquences? Si j'oublie de dire qu'il y a un tiers payeur, enfin, alors là, je suis en mode j'essaie de tirer le fil. Si j'oublie de dire qu'il y a un tiers payeur, je vais envoyer une facture, qui va partir avec un montant à payer en totalité, du côté du client, qui lui ne va pas s'acquitter de la totalité. Donc je vais avoir un problème de réconciliation à un moment. C'est-à-dire que j'ai une facture qui va rester, hem, pas payée. Ouais, donc les conséquences pratiques, je les vois pas. Après, s'il va falloir que c'est que après je vais avoir 2 flux de e-reporting, par exemple, lorsque je vais déclarer mes encaissements, à déclarer avec un seul payeur. Donc ça risque de poser des problèmes de réconciliation, quoi. Si j'ai déclaré qu'un client, au départ et qu'après je dois faire 2 flux d'encaissement avec des taux de TVA différents, je risque d'avoir des problèmes de réconciliation dans mon outil. Les conséquences pratiques en termes de TVA, de déclaration, là, comme ça, j'en vois pas. Non, ouais, moi non Mais plus. je risque d'avoir des anomalies dans mon logiciel, quoi, des problèmes de réconciliation. Mmh, mmh, mmh. Alors, il y a eu deux-trois questions sur les codes, BT machin et cetera et donc, les confrères nous demandent: «Est-ce que c'est utile de retenir ces codes?» Non. Non, parce qu'en fait, quand tu seras dans ton logiciel, Voilà, ils auront été humanisés ces codes, donc exactement, exactement. ils seront totalement invisibles. Alors, il y a une question de Vincent, alors je vais la lire parce que je l'ai pas lue avant, donc je vais la découvrir. En Ouais, tant qu'acheteur, j'achète une prestation de service. oui. J'avais compris que la TVA du mois serait pré-remplie. Qui va ordonner l'info que la facture a été réglée? Mon fournisseur qui va indiquer que sa facture a été réglée et ça va influencer ma TVA ou Oui. moi qui devrais faire une gestion des factures avec TVA sur encaissement? Ouais. Donc c'est toujours un peu la même question, c'est-à-dire est-ce que de quel côté est l'obligation? Donc je suis acheteur, je n'ai pas d'obligation de renseigner un paiement. Donc en fait, du côté de l'acheteur, tout ce que j'ai à faire, c'est je vais recevoir en pratique, hein, je vais recevoir des factures sur ma plateforme. En général, ma plateforme aura prévu un bouton approuver ou refuser. Et après, je vais devoir la payer comme je le souhaite. Il n'y a pas de nouvelle obligation de paiement, par chèque, par espèce, par virement, c'est comme je veux. Et c'est le vendeur qui doit gérer l'encaissement de la facture. Donc côté acheteur, j'ai pas d'autre obligation que me poser la question de est-ce que je la valide ou pas,
parce que ça sera prévu comme ça sans doute sur la plateforme et faire mon paiement. Donc j'ai pas d'obligation. C'est vraiment le vendeur. Je reviens quand même sur la TVA. On n'en est pas au stade où la TVA va être pré-remplie. C'est indiqué dans le rapport de l'administration de 2020 que c'est un objectif en ligne de mire, le pré-remplissage, mais on n'a pas de date là-dessus et il n'a pas du tout été prévu que dès septembre 2026 ou septembre 2027, on ait un pré-remplissage de déclaration de TVA. Donc attention, c'est bien la vision, mais c'est pas, il n'y a pas de date là-dessus, hein. Alors on nous pose une question, est-ce que les alors je connais pas ce cas de figure, je sais pas si toi tu le connais, c'est est-ce que les paiements par un groupement, par exemple dans l'optique, où le client paye au groupement l'ensemble des achats chez plusieurs fournisseurs, rentrent dans ce cas du tiers payeur? Alors non, le cas des groupements d'entreprises, c'est un cas spécifique. On a prévu il y a un expert de la facture qui le traitera. Pour être franc avec vous, je l'ai pas encore décortiqué, donc je pourrais pas vous en parler, mais il est prévu qu'on en parle. Donc si vous allez sur la page des experts de la facture, vous verrez le numéro auquel vous inscrire. De toute façon, il faut s'inscrire à tous les experts de la facture, mais celui-là en particulier. OK, alors il nous reste encore 10 minutes, il y a encore pas mal de questions. Il y a Patrick qui nous demande, est-ce qu'une note de restaurant supérieure à 150 €, mais qui aurait été réglée à 50-50 par les deux consommateurs, donc Mmh. Oui. entre dans ce cas? Alors Alors j'essaie de c'est intéressant comme exercice. Une note de 150 € réglée par 2 personnes, en fait, j'essaie de réfléchir. Supérieur à 150 €, si je facture un professionnel au-delà de 150 €, je suis obligé d'émettre une facture électronique. Donc, j'émets une facture électronique. Là, ça voudrait dire en fait, je vois pas bien l'intérêt, si on décide d'avoir une facture qui serait émise au nom d'une société, d'avoir derrière 2 personnes qui règlent. mmh, C'est peut-être moi à qui le mon vois pas, mais avis, la logique, ouais, c'est que en fait, ça crée 2 factures, une pour chaque entreprise, voilà, c'est voilà. pas un tiers payeur, tu as 2 transactions, en fait. Là, Alors j'ai est-ce 2 que le transactions, restaurateur est capable de créer, 2 factures électroniques? Bah, faudra voir si la caisse le permet, mais en fait, tu as ouais, 2 transactions. Voilà, tu as l'entreprise A qui a payé 50 de la note, voilà, directement et l'entreprise B qui a payé 50. Donc c'est pas un cas de tiers payeur, pour le coup. 2 tiers payeurs. Parce que tiers payeur, j'ai qu'un client, en fait, hein, donc là, Bien pour le sûr. coup, j'aurais Mmh. que voilà. Ouais, on est d'accord, ouais. Alors il y a Marine, pareil, c'est un cas que je connais pas. La OK. sécurité sociale est-elle considérée comme un tiers, j'imagine tiers payeur? Par exemple, pour les taxis VSL, la facturation faite par l'entreprise devra être mise sur la plateforme agréée et envoyée directement au service de la sécurité sociale, point d'interrogation. Ah, mais Heu, alors non, parce que dans ce cas-là, si il y a la sécurité sociale, c'est qu'on est sur du transport de personnes, en malades, donc on est sur du transport de particuliers. Là, on sera pas enfin, sauf si je dis une bêtise, mais on est sur du transport de particuliers et on n'est pas sur du transport donc je vais pas émettre une facture qui va partir sur une plateforme pour une entreprise. Là, je suis en train de faire une prestation B2C, donc professionnel vers des particuliers. Donc je suis pas dans le champ du e-invoicing, je suis dans le champ du e-reporting. Donc toutes les problématiques d'envoi de facture, de code de facture, de gestion de cycle de vie, de statut, elles ne se posent pas avec des particuliers. Donc là, je dois juste déclarer mes prestations et mes encaissements en e-reporting, mais je ne suis pas dans la même problématique. ouais et donc Marine dit: «Dans mon cas, les taxis facturent à la sécurité, sociale». Je pense que la sécurité sociale n'est a priori pas un assujetti à la TVA. J'espère pas dire une énorme ânerie, mais s'il faut me corriger, Je, corrigez-moi. je pense. Donc on n'est pas dans le e-invoicing, on est dans le e-reporting pour ces prestations-là. Exactement. Donc là, je vais avoir 2 flux de e-reporting. Au moment où je vais faire vu qu'il y a un décalage dans le paiement, au moment où je vais avoir ma transaction, donc mon transport, j'ai un e-reporting transaction pour acter le fait que j'ai fait une course de temps et lorsque la sécu va me payer, j'ai un flux e-reporting de paiement, sur le montant de l'encaissement. C'est comme ça que ça Mmh. qu'il faudra le gérer, oui. Alors, on a 2 confrères qui nous interrogent sur le fait de savoir, si dans les thématiques qu'on a prévu d'adresser, dans les experts de la facture, il y avait celui de la gestion, des comptes mandants. Donc par exemple, une agence immobilière qui gère un bien pour le compte d'un Oui, tiers, dans quel cas est-ce que c'est traité? Est-ce qu'il y a un cas d'usage spécifique à ces cas-là? alors la 2 têtes, je sais que j'ai pas forcément les 42 cas en tête, mais ça me dit quelque chose. On a oui, on a
Il y a des cas spécifiques sur les intermédiaires de paiement et sur les mandats, effectivement. Donc oui, ça sera traité et probablement dans celui du 29 janvier, je pense. Enfin, Ah bah, voilà, au parfait. conditionnel, mais je pense que ça doit être là-dedans. Je les ai pas encore tous décortiqués, mais probablement là-dessus. Mais en tout cas, oui, oui, ça sera traité. Donc c'est prévu, très bien. Voilà, voilà, je regarde les questions. Je pense qu'on va arriver au bout. Tac, tac, tac. Les VSL, on en a parlé. Dans le bâtiment, est-ce que le paiement direct par le client du sous-traitant est considéré comme un tiers payeur? Alors sous-traitance, co-traitance, c'est des cas spécifiques. On le verra aussi, c'est prévu, c'est dans la liste, mais c'est des cas particuliers. Ok, je pense qu'on est pas mal. En tout cas, merci pour la qualité des questions. Enfin, c'est bien parce que c'est un Ah là, véritable exercice intellectuel, il mais c'est y a une montée en correct. puissance, là, ça se sent. Ouais, ouais, je Si, suis d'accord. si un client a des prestations secret défense Oui. et des prestations dans un autre secteur, il faut 2 schémas de facturation. Alors, Euh, sur ouais. la question du secret, c'est un cas d'usage spécifique. La question des informations confidentielles, il y a un cas, alors j'ai plus en tête exactement lequel, mais il y a un cas spécifique pour les informations confidentielles. Donc c'est des choses aussi qu'on verra. Oui, cas 36, opérations soumises au secret professionnel et échange de données sensibles. Bon, Donc il est prévu aussi qu'on le traite. super, super. Mais écoute, on aura vu pas mal de choses. Tac, tac, tac. Ben écoute, je pense qu'on a parlé de ça. Les taxis qui facturent la sécurité, bah oui, donc ça c'est les VSL, on l'a évoqué. Non, moi je pense qu'on a. Alors, il y a Yacine qui vient de rajouter une question. En immobilier, il y a parfois des property managers qui traitent les factures pour le compte de propriétaires. Donc ça va être dans le Oui, mandat, hein, je pense, hein, dans le mandat, ouais, exactement. qu'on Exactement. évoquera donc probablement au conditionnel fin janvier. Oui. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Tu as le calendrier, je crois, hein, sur les dernières Oui, slides. bien sûr. Oui, oui, excuse-moi. Hop. Et ben voilà. Donc on a donc les experts de la facture, prochaine date le 8 janvier. Donc on fait une pause d'un mois là sur ce format. Donc le format 8h30, 9h15, 100% visio sur le secteur du transport et logistique. Et le rendez-vous d'après, bah, c'est le 29 janvier. Donc visiblement, ce ne Ouais. sera pas les mandats, ce sera le commerce et la distribution. Donc Oui, alors il y a des problématiques à l'intérieur de tiers, mais OK, ouais, on va regarder. Oui, oui. on va regarder ça. Et est-ce qu'on a une slide sur les ateliers de la Oui, bien sûr. transfo? Oui, oui. Parce que je crois qu'il y en a un bientôt d'ailleurs, bah, le 3 décembre. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous sur la facture électronique. Donc le 3 décembre. Là, c'est un atelier de la transfo, donc c'est 1h30, 9h, 10h30, soit présentiel aux 50 rue de Londres, soit à distanciel. Ça, c'est vous qui choisissez. Analyser et transformer les flux du cabinet. Donc ce sera avec Julien, je serai Oui, également présent. Et puis le prochain atelier de la transfo, ce sera le 20 janvier sur les spécificités sectorielles. Donc pareil, 1h30 en hybride, 50 rue de Londres ou distanciel. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Ordre à toutes les animations qu'on vient de vous partager. super. Ben, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Julien. Merci à tous. Merci Gilles. Merci à tous. Et on Merci se pour les retrouve. questions. Ouais, merci pour la qualité des questions. C'est vrai que ça, Mmh. on creuse, on progresse tous, donc c'est super. Et on se retrouve donc le 3 décembre pour les ateliers de la transfo. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne Merci journée, à Julien. bientôt. Merci Gilles.